Bonsoir, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Leçons de vie est une émission qui va à la rencontre de personnalités ayant marqué leur environnement tant social que professionnel. Et celui que nous recevons aujourd'hui, ou du moins celui qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui, est un monsieur qui a roulé sa bosse dans plusieurs organisations internationales. C'est dire combien de leçons il a à partager avec nous. Allons tout de suite à sa découverte avant de revenir sur le plateau. Leçon de vie reçoit aujourd'hui un homme à la sagesse reconnue de tous. Belle carrière professionnelle et une vie sociale et familiale bien remplie, Ibrahima Thiam a tout du patriarche qui fait la beauté de l'âge. Ingénieur du génie rural, il totalise 30 années d'expérience professionnelle dans différentes organisations et dans différents pays. Ibrahima Thiam a été inspecteur régional du génie rural de la région du Sine Saloum au Sénégal. De 1973 à 1979, il sera à la Société d'aménagement des terres du delta du fleuve Sénégal SAED, où il occupera différents postes dont celui de chef de division. Dans le même temps, ce boulimique du travail sera à la Société nouvelle des études pour le développement en Afrique SONED Africa. Ibrahima Thiam interviendra en tant qu'expert sur plein de projets portés par la SONED Africa et il sera également chef de projet. De 1980 à 1985, M. Thiam sera aux Nations Unies à la Commission économique pour l'Afrique, plus précisément au Centre multinational de programmation et d'exécution des projets pour l'Afrique de l'Ouest. De 1985 à 1987, il sera conseiller technique et contrôleur des programmes et projets au sein de la Société de développement agricole Sodagri. En 1988, il intègre la société Arza Engineering Company à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique. Il faut noter qu'en 1995, Ibrahima Thiam a supervisé et contrôlé les travaux de la vallée du Sourou au Burkina Faso. Il supervisera également plusieurs travaux dans plusieurs pays pour le compte de la Banque ouest-africaine pour le développement BOAD. L'an 2000 est une année marquante dans la vie professionnelle de Ibrahima Thiam. Il lance le cabinet ITIC, entendez par là Ibrahima Thiam, ingénieur conseiller. M. Thiam apportera son expertise à l'UICN et au Fonds africain de développement entre autres. Difficile d'éplucher tout son gigantesque parcours, mais notons tout de même que Ibrahima Thiam est président de la commission électorale nationale autonome Sénat du Sénégal au Burkina Faso. Côté études, le moins que l'on puisse dire est qu'il les a réussi brillamment. D'abord à l'université de Dakar, puis à Laval au Canada, d'où il sortira ingénieur du génie rural en agronomie en 1973. Notons que Ibrahima Thiam est décoré de la médaille d'honneur du Lion par les hautes autorités sénégalaises. Il est marié et père de 4 enfants. Natif de sa teranga sénégalaise et amoureux du Burkina Faso, c'est là qu'il réside depuis plusieurs années maintenant. C'est d'ailleurs là qu'il a trouvé l'amour et il sait le proclamer en wolof, en français, en anglais et en espagnol. Place aux leçons de vie avec un sage plein de bonhomie. Bonsoir, monsieur Thiam. Bonsoir. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Vous avez pu suivre tout à l'heure votre Bio Express. Est-ce qu'il y a des éléments que nous avons écorchés ou que nous avons omis de mentionner? Vous n'avez rien écorché. Bon, certes, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu ajouter, mais pour l'essentiel, vous avez tout dit. D'accord. Exact. Ok. Donc, la première partie de cette émission va porter sur votre parcours professionnel. Nous voyons que vous avez travaillé dans plusieurs organisations internationales. Était-ce un rêve d'enfant que de travailler un jour dans une organisation internationale? Un rêve d'enfant? Non, un rêve... quand j'ai commencé, quand je suis entré dans la vie professionnelle, certainement. Enfant, le premier rêve, c'était surtout parce que j'ai perdu mon père très jeune. Je me rêvais plutôt de travailler et d'aider ma mère. Ça, c'était le premier rêve. Et ça, il n'y avait que le travail qui pouvait me le permettre, qui pouvait me permettre d'y accéder. En fait, et puis, il y a eu une chose, c'est que pour le premier rêve, c'est ce qui aurait surtout pu faciliter, cela, c'était surtout
d'intégrer très rapidement. Et à l'époque, dans les années 60, au Sénégal, c'était surtout la période de l'indépendance qui venait, et on recrutait énormément. Dès l'instant qu'on avait le BEPC, on pouvait devenir instituteur. Bon, j'ai eu mon BEPC, le brevet, je pense, année scolaire 63. Je pense, si je ne me trompe. Et là, il aurait été le parcours le plus facile, comme beaucoup de mes copains de quartier, c'était l'enseignement. Et même, j'ai voulu me diriger vers l'enseignement parce que là, je devenais un salarié, je pouvais me permettre de m'habiller comme les autres jeunes du quartier, les bals, d'y participer et en fait d'être partout. Parce que c'était le rêve à l'époque. On avait des belles chemises, de beaux pantalons, de belles vespas et on enseignait. Bon, j'ai voulu le faire, mais j'ai été même à l'inspection du travail où j'ai été recruté directement comme enseignant et on m'avait affecté quelque part. Je me rappelle, je suis venu, j'ai raconté ça à ma grande sœur parce que je n'étais pas l'aîné, c'est ma grande sœur qui était l'aînée. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer en disant « Jamais, 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 tu dois continuer. » Elle ne voulait pas que vous arrêtiez les études pour aller travailler. Elle ne voulait pas et ma mère ne voulait pas. J'en parle avec émotion. Parce que j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais... Alors là, j'ai continué. Mais il y a une chose qui était extraordinaire quand j'étais en seconde au lycée Blaise Diagne à Dakar. À la fin de l'année scolaire, dans mon bulletin, il était marqué « Admis en classe supérieure partout sauf au lycée Blaise Diagne ». Vous voyez, ça devenait difficile. Admis en classe supérieure partout sauf au lycée Blaise Diagne, ça voulait dire que de toute manière, dans beaucoup de lycées du Sénégal, est-ce qu'il était possible de continuer? Mais en fait, ma sœur a dit qu'elle gérait. Elle a réussi à gérer ça parce que de toute manière, je n'ai jamais quitté le lycée Blaise Diagne, j'ai continué là-bas. Donc, intégrer les organisations internationales, non. Travailler très rapidement pour venir assister à ma mère, ça c'était mon rêve. Dans ma grande famille, c'est une très grande famille, j'ai le privilège dans tous ces domaines-là d'avoir été le premier à avoir le BEPC, d'avoir été le premier à avoir le baccalauréat, d'avoir été le premier diplômé de l'université. Nous voyons que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. C'est dire à quel point cela vous a marqué, ou du moins l'implication de la famille dans votre réussite. Ceci dit, vous avez occupé plusieurs postes dans plusieurs organisations internationales, dont CARIS au niveau de la FAO, au niveau des Nations Unies également, au niveau de l'USAID. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout cet enseignement? Vous savez, la première de tout ce que je retiens de ce parcours, bon, première des choses, parce que j'ai eu toujours comme viatique le premier mot, parce que, écoutez, je suis très pieux, le premier mot que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à recevoir de Dieu. On lui disait « Iqra ». Ce « Iqra » là, on le traduit généralement pas pour lire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Apprendre, ce « Iqra » là, ça signifie la recherche du savoir. Aller chercher le savoir partout où il se trouve dans le monde. Et moi, ça a été cela mon moteur, c'est ce qui m'a toujours guidé. Travailler dans beaucoup d'autres me permettait de connaître l'autre. Aller dans beaucoup de pays me permettait de connaître l'autre. Parce que je disais toujours à mes parents, il me reste le Sénégal, je l'ai en moi. Il est ancré profondément en moi-même, je suis sénégalais jusqu'au bout des ongles. Donc, mais j'ai besoin de connaître l'autre. Et ce n'est pas au Sénégal que je connaîtrai l'autre. Au Sénégal, les Sénégalais, je les connaîtrai toujours. Ils sont en moi. Donc, c'est ce qui a fait ce désir, cette envie de partir toujours d'aller ailleurs. Et cet ailleurs, ce qui pouvait faciliter ce contact avec l'ailleurs, c'était d'intégrer des organisations internationales qui me permettaient d'évoluer, du point de vue professionnel, en dehors de mon pays. Oui, ça répond à votre première question. Si, exact. C'était le besoin de rencontrer l'autre. Et peut-être, en rencontrant l'autre, me rencontrer avec moi-même. Chaque année, il est question de famine au Burkina Faso et dans pas mal de pays africains. Vous qui avez travaillé à la FAO, alors qu'est-ce qui fait défaut? Nos sols ne sont pas plus pauvres que le sol des autres pays développés, qui ont de l'abondance en matière de nourriture. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que
nous soyons toujours affamés au niveau de l'Afrique? Une première correction. J'ai travaillé à la FAO, je travaille pour l'organisation et j'étais responsable d'un projet de la FAO supervisé par le BULPOC, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Bon, ceci dit, prenons le cas du Burkina Faso. Quand le groupe des jeunes est arrivé au pouvoir, ils ont dit consommons local, mangeons local. C'est Tom Sank. Pendant la Révolution. La révolution de Tom Sank. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé local, on a consommé local. Les Burkinabés n'en sont pas morts. Et quand cette grande vague de sécheresse dans les années 70 est apparue, un des rares pays de la sous-région à avoir le moins souffert, c'était le Burkina. C'est quand on a pris cette habitude de consommer surtout des produits qui nous venaient de l'extérieur et que nos productions qui auraient pu nous permettre, quand ils nous avaient produit à suffisance, de consommer pour partie ce que l'on produisait et de commercer pour l'autre partie pour pouvoir financer l'acquisition d'autres types de productions qui nous venaient de l'extérieur, quand nos productions locales ne suffisaient plus, que des problèmes de sécheresse sont apparus. Là, on ne parlera pas de politique, mais il y a aussi des choix dans nos politiques de développement agricole. Et puis, il y a aussi cette vague de sécheresse qu'on a connue, le problème de la sécurisation de la production agricole. Parce que là, être certain, quand on semait, qu'au bout du rouleau, on récoltait. Et ça, cette sécurisation, qu'est-ce qui le permettait? Le recours à l'irrigation. Bon, est-ce qu'on avait mis en place suffisamment de périmètres irrigués, on avait suffisamment de cubes de terre irrigués pour pouvoir être certain quand on semait qu'on récoltait, surtout que le climat commençait à manifester certains caprices. Il pleuvait de moins en moins, le calendrier, ce qu'on pouvait appeler le calendrier pluvial s'était décalé, généralement dans des zones où la pluie commençait au mois de mai, où les premières opérations culturelles commençaient au mois d'avril, mai, avec les premières pluies pour s'étaler jusqu'en fin septembre. Les premières pluies commençaient à apparaître maintenant au mois de juin ou au mois de juillet, et les pluies qui duraient avant 4 ou 5 mois ne duraient plus qu'un mois ou deux. Et c'est là où beaucoup de problèmes sont apparus. Est-ce qu'on a su gérer correctement cette nouvelle donne? Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et puis là, cette question interpelle directement les pouvoirs publics qui étaient à l'époque aux affaires. Est-ce qu'ils ont su comprendre la nouvelle problématique qui se posait à nous avec ces caprices du climat? Indépendamment de cela, comme nous vivions dans un monde de plus ou moins globalisé, on mangeait beaucoup de choses qui nous provenaient de l'extérieur, qu'on ne produisait pas, et nos économies n'étaient pas suffisamment fortes pour nous permettre de produire beaucoup d'argent pour pouvoir financer ce que nous achetions à l'extérieur. Voilà. Et à partir de ce moment, ce déséquilibre entre notre richesse produite et les biens qu'on voulait acquérir, on n'avait plus suffisamment de moyens pour acquérir tout ce qu'on voulait. Et à ces sécheresses se sont ajoutés tout cela et on a commencé à parler de famine. Mais à proprement parler, ce problème de famine, de manger, consommer ce qu'on produit, le Burkina avait réussi ça dans les années 80, avec de petits jeunes qui avaient dit consommons local. C'était très simple. On mangeait du mie, on mangeait les gens ont toujours mangé le plat là, comment ça? Le taux. Ils ont toujours mangé le taux, il n'y avait pas de problème. D'accord. Eh bien, donc, en définitive, la solution serait qu'on puisse consommer ce que nous produisons. Mais c'est la première des choses. Bon, la sécurité commence par ça. Ok. La sécurité alimentaire passe par là. Non, oui, parce qu'en fait, il faut commencer parce qu'en fait, il n'est pas dit qu'on doit nécessairement se cantonner à consommer que ce que l'on produit. Mais en fait, voilà, la problématique, c'est ceci. Cette production,
ce que je produis, je vais réussir ce tour de force d'en produire suffisamment. Ce que je vais produire suffisamment, à suffisance, je vais pouvoir en consommer et je vais pouvoir commercer avec le reste. Et cette sécurité alimentaire, c'est avec cela qu'on l'acquiert. Mais si déjà ce qui constitue ton potentiel, là où tu as véritablement un potentiel certain de production, tu n'arrives pas à performer, à produire à suffisance, c'est ce gap. Tu n'as plus que rien à commercer, à vendre à l'extérieur pour pouvoir acquérir le bien de l'extérieur. Parce qu'en fait, avec ta production locale, tu peux satisfaire un besoin local. Et surtout, mais si tu arrives à le placer sur les autres marchés, par exemple, prenons le cas du coton, parce que c'est une production agricole. Parce qu'à un moment donné, le Burkina était un très grand producteur de coton, c'est très simple. Quand le coton allait, ça allait très bien. Parce que, bon, pour les industries locales, il y a le faso d'Anfani coulé à tout azimut. Les gens, chacun avait son faso d'Anfani, mais en fait, le coton se vendait surtout sur le marché international et permettait aux autorités politiques de mettre en avant, de mettre en œuvre un certain nombre de politiques qu'ils voulaient. Voilà. Le problème, moi, je pense, c'est ainsi que je l'ai toujours compris ainsi. J'ai un potentiel, dans cette zone, je peux produire du riz, produisons à suffisance, soyons performants dans cette production-là. Et j'ai suffisamment produit pour ma propre consommation, et le surplus, je vais pouvoir le placer sur les marchés et le vendre. Ok. À présent, nous allons faire un tour à la régie pour suivre le témoignage d'un de vos collègues. Bon, je vous dirais que, par exemple, il a eu à diriger en 2006-2007 la commission, la délégation extérieure de la Sénat, mais pendant la dernière élection, ça dit que il a eu à se retirer parce qu'il a senti dans le groupe avec qui il travaillait une animosité ou des déclarations qui n'étaient pas toujours dans le bon sens. Et certaines déclarations, il y a des gens qui, chaque fois qu'on est dans un groupe, ils cherchent à tirer la couverture à eux. Et donc, à ce moment-là, il a préféré se retirer et de dire, écoutez, donnez la délégation à d'autres personnes. Nous n'avons pas eu à le faire, nous avons eu à gérer la délégation autrement. Mais cette année, aussi bizarrement, l'ambassadeur lui-même est venu et nous a dit, écoutez, est-ce que j'ai demandé au Sénégalais d'ici, au Burkina, et tous sont d'accord unanimement à dire que pour choisir un président de la délégation extérieure, il faut prendre M. Thiam. Et c'est pourquoi il est revenu dans ce travail-là pour représenter la Sénat du Sénégal au Burkina. Ce qui montre les qualités de l'homme et surtout l'humilité, parce qu'il aurait pu dire, écoute, j'ai déjà arrêté et donc je ne reviendrai pas. Mais pour se mettre au service de son pays et pour se mettre surtout au service de la transparence et de la bonne gestion des élections, et surtout d'une élection aussi majeure que les élections législatives ou la présidentielle, il n'a pas hésité un moment, il y est allé. Et c'est tout heureux que la Sénat puisse compter sur le nom de cette valeur au Burkina. Nous venons de suivre justement le témoignage de l'un de vos collègues qui parlait d'une anecdote. Des éléments ajoutés par rapport à ce qu'il a dit? Oui, en fait, il y a une chose, c'est que, bon, première des choses, il faut que je précise que depuis la première alternance, depuis les élections de 2000 au Sénégal, où le président Abdou Diouf avait eu à passer le témoin à Maître Abdoulaye Wade, j'ai supervisé et dirigé toutes les élections qui sont passées ici au Burkina. Pour dire que, bon, en fait, moi, par vocation, partout, je ne suis pas politique pour un rotin. Mais je me suis toujours dit, nous avons toujours pensé, surtout nous qui nous disions apolitiques, que nous voulions apolitique, mais on disait que tous les pouvoirs là sont en train de tricher les élections, on sont galvaudés, des trucs, tout. Moi, je me suis dit que le meilleur moyen, de toute manière, d'empêcher cela, c'était Makoïla d'être à l'intérieur. On m'a donné l'occasion d'y participer et j'ai participé. Et j'ai vu que de toute manière, quel que soit le cas de figure, quand on est dehors, on a toujours des jugements gratuits.
de l'intérieur, on les se choses rend sont autres. compte des réalités, Oui. de toute la difficulté qu'il y avait, surtout en Afrique, d'organiser des élections. Et puis là, c'était aussi une autre manière parce que ça faisait un certain nombre d'années que j'étais à l'extérieur. Et puis c'était ici pour des Sénégalais. Je suis Sénégalais, on me l'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, comme il disait l'anecdote dont il parlait, là, c'était à un moment donné je me suis toujours dit, écoutez, c'était très simple. Hein? Moi, j'ai intégré la fonction publique internationale en 1980. Donc, très tôt, la diplomatie, être à un certain niveau, rencontrer des chefs d'État, aller à gauche, à droite, participer à des séminaires, je l'ai connu trop tôt. Je l'ai connu, c'est vrai. Et puis, il y a une chose, à partir de ce moment, donc là, je n'avais aucun problème ni aucun complexe vis-à-vis de n'importe qui que ce soit. Parce que non, alors du tout, c'est des choses que j'avais connues, j'avais données. Alors là, il y a eu quelques petites incompréhensions avec quelques personnes, mais c'est pas grave, on a toujours tout réussi à dépasser cela. Mais en fait, c'était surtout ça. Justement, cela nous permet de rebondir sur les valeurs qui vous ont toujours animé dans l'exercice de vos différentes fonctions. Quelles étaient les valeurs cardinales avec lesquelles vous deviez être en phase? L'honnêteté avec moi-même. Ce que j'appelle l'honnêteté avec moi-même, c'est que je me disais que de toute manière, on me paye pour faire, pour agir. On me paye pour faire et agir. Donc la seule chose que je puisse faire, c'était de donner tout ce qu'il fallait, tout ce que je pensais pouvoir être en capacité, tout ce que je pensais être en capacité de donner et de le faire. C'est cette honnêteté avec moi-même qui a été très difficile et puis qui n'a pas été très difficile. Et puis il y avait une chose, moi j'ai toujours dit aux collaborateurs, on n'a pas besoin de s'aimer d'amour. La journée dure 24 heures, nous nous retrouvons peut-être pour 8 heures, 9 heures dans un bureau. On n'a pas besoin de s'aimer d'amour, mais on a même objectif, il y a un travail à réaliser. Si on a de grands amis qu'on le réalise, tant mieux. C'est tant mieux. Mais s'il y a quelques divergences, quelques problèmes entre nous, c'est pas grave, mais que l'on ait à l'esprit cet élément qui doit être, qu'on ait tous à l'esprit la réussite de ce qu'on nous a confié. Moi, ça aussi, c'était un de mes moteurs. Cette forme d'honnêteté. Moi, les états d'âme ou quoi que ce soit, j'en ai comme tout un chacun, j'ai mes états d'âme. Mais a priori, au départ, j'ai su faire la part des choses entre le rapport à l'humain et le rapport avec le travail et dans le travail. Ok. Au détour de tout ce parcours que vous avez eu, si vous deviez donner 1 à 2 conseils aux jeunes générations pour être performants sur le plan professionnel, quels seraient ces conseils? Vous savez, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque la plupart du temps? C'est-à-dire, les jeunes croient de moins en moins à la vertu du travail et croient de plus en plus au miracle. Le miracle, je commence à travailler immédiatement, il y a certaines choses qu'il faut que je réalise immédiatement. Ce n'est pas possible. La meilleure des réussites, c'est cette réussite que l'on voit venir progressivement et puis qu'on a fabriqué cette réussite, qu'on a fabriqué progressivement pour l'atteindre. C'est comme un Graal. On tend vers ce Graal et on arrive à un moment donné, on atteint le Graal. On sait qu'on l'a. Et cette vertu, si je puis m'exprimer ainsi, ce n'est ni dans la précipitation, ni dans la courte échelle, ni dans la compromission. Cette vertu, ce Graal, on ne l'atteindra ni avec la compromission, ni avec la magouille, je ne pense pas. Et je pense que quand on est conscient d'une chose, l'honnêteté première, c'est de dire on m'a confié une chose, je vais donner le maximum. Je respecte mes collaborateurs si j'ai la chance d'être patron. Je respecte mes collègues et d'y aller. En donnant le meilleur de soi-même, je ne vois pas pourquoi pas cela ne marcherait pas. Je dirais aux jeunes d'y croire,
mais de laisser de côté tout ce qui est courte échelle. Les coups tordus, ça ne sert à rien, ça nous rattrape toujours. Ce qu'il faille privilégier, c'est surtout ce qu'il faille privilégier, c'est toujours une recherche personnelle de la performance. La performance, comment? On m'a confié un travail. Je voudrais, quand je rendrai ce travail, voir une certaine fierté, une certaine reconnaissance perler dans le regard de mon superviseur. Quand il m'aura dit merci, écoutez, ça vaut mieux que tout. Et je sais que quel que soit le cas de figure, la récompense suivra. Ne soyons pas pressés. La récompense viendra nécessairement. La vie ne s'est pas faite en un jour. Pas besoin de commencer à travailler aujourd'hui et 6 ou 7 ou 8 mois après construire déjà sa villa, avoir 2 ou 3 maisons, construire la villa, 2 ou 3 voitures, s'apprête à prendre la deuxième ou la troisième femme. Ça, c'est ce que j'appelle la politique de la courte échelle. Allez-y progressivement. Et vous voyez que tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Regardez, j'ai beaucoup de mes amis des hommes, quand ils me racontent leur parcours ici, ils ont commencé, je ne sais pas, en ayant une petite table où on mettait 2 ou 3 petits trucs. Et puis 30, 40 ans après maintenant, quel que soit le cas de figure, c'est devenu des champions, de grands champions, tout simplement, parce qu'ils ont cru à une vertu, à la vertu du travail. Alors, on ne peut pas parler de vertu, on ne peut pas parler de valeur sans parler justement de société. Donc, au-delà du professionnel, vous vivez dans un cadre social. Il s'agit de savoir, dans ce cadre social, quels sont vos rapports avec les autres. Mais vous savez, je vous ai dit une chose, et beaucoup m'en ont voulu. Quand je suis arrivé, je vous explique, vous allez comprendre. Quand je suis arrivé au Burkina, il y avait un groupe de Sénégalais, il y a beaucoup de Sénégalais. Comme je vous ai dit avant, comme j'avais eu à expliquer avant, le Sénégal, je le retrouvais toujours. Parce que j'ai le Sénégal en moi. Dans mon très fond, tout est Sénégalais en moi. Tout. Mais j'ai dit, il y avait la chance d'être au Burkina. Et en fait, cerise sur le gâteau, mon épouse est venue se greffer là-dedans. Donc j'avais la chance d'être au Burkina, d'avoir une épouse burkinabé. Moi, je disais, cette chance, je vais valoriser ça. J'ai essayé de connaître le Burkinabé. Et j'ai eu cette chance de connaître le Burkinabé en rencontrant des Burkinabés. Des Burkinabés m'ont fait entrer au Lions Club. Disons que c'est la première des choses. J'ai rencontré, sur le plan spirituel, des Burkinabés qui ont été d'un très grand apport dans ma vie, qui ont permis mon enrichissement à beaucoup d'égards. Et ça n'a été possible que j'avais décidé d'aller vers le Burkinabé. Si j'avais voulu recréer un autre Sénégal avec mes compatriotes sénégalais installés au Burkina, ça aurait été facile. Mais tout cet acquis-là, est-ce que j'aurais pu l'avoir? Je ne le pense pas. C'est en me disant que j'ai retrouvé le Sénégal, ça, tôt ou tard, quel que soit le cas de figure, j'ai retrouvé le Sénégal. Bon, mais en fait, j'ai cette chance d'être au Burkina, de m'approcher du Burkinabé, et ce que j'ai fait, je me suis approché du Burkinabé. Et j'ai eu ici, c'est les lieux de saluer, j'ai eu à faire la connaissance de 2 ou 3 personnes qui ont beaucoup compté, qui ont énormément compté pour moi. En 1996, quand je faisais pour le Sourou, j'avais eu à rencontrer El Hadj Oumarou Kanazoé. Je le supervisais, on s'est rencontrés, nous avons parlé. Et il avait dit, j'étais au Sourou, je lui avais parlé parce qu'en ce moment, on discutait, on parlait islam. Je lui ai parlé de mon envie dans la zone de rencontrer des cheikhs, des guides dans la zone. C'est là où il a eu à me présenter à l'Amfiera, le chef de l'Amfiera, qui est décédé à l'heure actuelle, que Dieu ait pitié de son âme, c'est comme El Hadj Oumarou Kanazoé, que Dieu ait pitié de son âme aussi, qui est le père de Moussa Sanogo, qui a été président de la cour magistrat, père du Burkina. J'ai eu à rencontrer son père.
C'est extraordinaire qu'il m'a toujours considéré comme un fils. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai apprécié. Et c'était un homme extraordinaire. Un homme qui a 90 ans, moi je l'ai vu à 90 ans. Aux alentours de 18 heures, j'avais besoin de mes lunettes pour lire, mais lui, il n'avait pas de lunettes. Je lui présentais un journal, il les lisait. Bon. Et j'ai eu, à cette occasion aussi, j'ai eu rencontré Cheikh Aboubakar Doucouré. Cheikh Aboubakar Doucouré qui est un guide, mais qui est aussi un jeune frère, un ami. Donc j'ai eu cette chance, le Burkina m'a donné cette chance de m'enrichir auprès d'hommes de ce calibre, d'hommes de cette qualité. Ok, tout à l'heure vous avez parlé du Lions Club où l'on célèbre l'amitié. Mais en dehors du Lions Club, que signifie l'amitié pour vous? Quelles sont les valeurs qui sont attachées à l'amitié? Mon ami, c'est un autre moi-même. Je vais... En fait, en disant que l'autre moi-même, j'ai tout dit. C'est l'autre moi-même. Mon ami, c'est un frère. Et le frère, pour moi, est très important. Le frère, c'est l'épaule sur laquelle je pourrais m'appuyer à tout moment. Mon frère, c'est la poche dans laquelle je pourrais aller puiser à tout moment. Mon frère, si j'avais une comparaison à faire, vous savez, la personne que j'ai le plus privilégiée dans ma vie, c'est ma mère. Que j'ai aimé plus que tout. Bon, si on met ça en perspective, pour moi, la première des premières, et le tout, celle qui est à l'origine de... C'est celle qui a fabriqué mon être. C'est la mère, et puis bon, maintenant, ce qui vient tout juste, après c'est le frère, c'est la sœur. Parce que... Et là, mon épouse ne sera pas très contente, mais je vais dire, j'expliquerai pourquoi, mais elle est tout aussi importante. L'épouse peut... Parce que l'épouse peut épouser beaucoup de rôles dans ça. C'est pour cela que je la mets un peu en dehors, parce que l'épouse peut être une sœur, un frère, l'épouse peut être une mère. Bon, donc, pour en revenir, je pense que ma réponse en disant que mon frère c'est l'autre moi-même répond parfaitement, et j'ai essayé, par exemple, d'illustrer cela à ma façon. C'est l'épaule, c'est la poche, c'est le grenier où aller puiser, sortir l'aliment dont j'ai besoin. Il est là, toujours à ma disposition, qui ne mégote pas son appui, qui ne mégote pas la fraternité et qui sera toujours présent pour moi, comme je serai toujours présent pour lui. Justement, vous avez un de vos amis qui fait un témoignage que nous allons suivre. Un grand monsieur et au sens le plus noble du terme. Quelqu'un de bienveillant. C'est un grand frère pour moi, mais très vite on est devenu, comme je l'ai dit, la fréquence de nos échanges ont fait que très vite on est devenus des amis. Mais il y avait toujours cet aspect de grand frère et vraiment je le lui reconnais parce que cela m'a beaucoup servi. C'est quelqu'un, donc, comme je le disais, bienveillant dans ce sens-là. C'est quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui aime vraiment son prochain. Ça, je crois que c'est l'une des plus fortes qualités qu'on peut retenir de Thiam. Quelqu'un qui aime vraiment son prochain, quelqu'un auprès de qui on apprend beaucoup. C'est vraiment
intéressant de le dire aussi, quelqu'un qui est d'une compagnie agréable. J'assure que vous pouvez passer 1 heure en compagnie de Thiam. Il va tenir le crachoir et il va vous amuser, il va vous faire rire, il va sortir des anecdotes, il va sortir aussi des choses qui peuvent vous apprendre beaucoup de la vie. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Il est très direct, Thiam. C'est quelqu'un, il ne se gêne pas pour vous dire vraiment ce qu'il pense, pour vous dire comment il voit les choses. Et ce n'est pas toujours que cela est apprécié. Alors, un mot sur cette vidéo. Sur le colonel Aruna Ouedraogo, c'est un jeune frère, et ça veut tout dire. J'ai connu au Burkina, c'est chef de Corée. Il s'est rapproché de moi, je me suis rapproché de lui. Et en fait, c'est un frère. C'est un frère, Aruna, c'est un frère. À présent, parlons de votre vie de famille. Vous avez une femme et 4 enfants. Oui. Nous dirons une famille recomposée. Oui. Alors, comment est-ce que vous rencontrez votre épouse? Mon épouse, c'est extraordinaire. Je prenais l'avion pour aller à Abidjan. J'étais à l'aéroport de Ouagadougou, dans la salle d'attente là. Je vois une dame tenir un gros livre. J'ai souverain, je vois le livre. Elle tenait le livre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Je dis, tiens, qu'est-ce que est-ce? Et puis j'ai vu, en un moment, elle disait, je dis, c'est pas possible là. Ça doit être une intellectuelle. Parce que connaître le livre Margaret Mitchell, et son livre, Autant en emporte le vent, mais je ne sais pas s'il est jeune maintenant, mais qui a été un très grand succès littéraire, avant d'être un très grand film. J'ai dit, bon, en fait, voilà une personne d'intérêt. Dans la salle d'attente, et puis comme le hasard fait les choses, dans l'avion, nous nous sommes retrouvés, voilà. On s'est retrouvés quasiment à côte dans l'avion, voilà. C'est là, c'est le début de ce qui c'est. Depuis ce jour-là, on est là ensemble, voilà. Ça a commencé ainsi. Le livre de Margaret Mitchell. Voilà. C'est important parce que de toute manière, moi, j'ai toujours apprécié et privilégié la lecture dans ma vie. Vous savez, j'étais jeune, je devais avoir 7 ou 8 ans. Il y avait un quotidien à Dakar à l'époque qui s'appelait Paris-Dakar. Paris-Dakar qui est devenu après Dakar Matin, qui est devenu après Le Soleil. C'était le quotidien national. Mon père, à chaque fois qu'il revenait du travail, à midi 30, quand il venait du travail, il avait toujours son Paris-Dakar. Et moi, c'est là-bas où j'ai commencé la lecture, très jeune. Et même après, pour me faire un peu d'argent, je vendais des journaux le samedi au stade. Il y avait des partis de l'opposition. Mon enseignant était secrétaire général du PAI, le Parti africain de l'indépendance qui avait ici. Il y avait le PAI au Burkina, le PAI partout. Et le PAI au Sénégal, moi j'ai vendu le journal du PAI pour mon instituteur qui était le secrétaire général du PAI, Seydou Sissoko, en 1957, 58, les années de l'indépendance. Mom Serew, ça veut dire on crée tous, on veut notre pays. Mom Serew, c'est avoir notre pays. C'était le credo du Parti africain de l'indépendance. C'est votre père adoptif qui vous met le pied à l'étrier pour... Mon père, pas mon père adoptif, mon propre père. Ah, d'accord. Mon propre père. Qui venait, qui achetait le journal, et puis mon père. J'ai commencé à lire avec mon père. Nous allons aller à la régie pour suivre une vidéo où votre épouse et votre fille témoignent. Bah écoutez, M. Thiam, c'est mon deuxième papa. Dans tout ce qu'il fait, il y a cette dimension spirituelle qui l'accompagne et qui fait de lui justement l'homme qu'il est, très posé, très réfléchi et très profond. Voilà, et il a su nous communiquer cela. Et puis aussi un homme très cultivé. La culture générale, c'est une seconde nature. Toujours avec des journaux, des revues, toujours en train de faire des mots fléchés, de regarder Question pour un champion. Vraiment, et il nous a communiqué cet amour-là. Disons que j'ai rencontré
LH Ibrahima Thiam, fortuitement, dans les airs. J'étais en partance pour Abidjan et nos regards sont croisés donc dans la salle d'attente de l'aéroport de Ouagadougou. Il s'est installé avant moi et quand je suis montée, le côté hublot était libre. Selon lui, hein, c'est ce qu'il m'a dit après, c'est vrai que les femmes aimaient beaucoup le côté hublot. Donc c'est sciemment qu'il a laissé donc l'espace, la place, sachant que si je montais, j'allais choisir donc de venir m'asseoir côté hublot. Effectivement, quand je suis montée dans l'avion, je suis allée tout droit et je l'ai vu assis. Et puis bon, je lui ai demandé, comme on s'était déjà vu donc dans le hall, je lui ai demandé si la place à côté de lui était libre. Donc il m'a dit bien sûr. Et je me suis installée juste à côté de lui. Je peux vous dire que pendant tout le vol, pendant 1 heure de vol, on n'a fait que bavarder, causer comme si on se connaissait donc depuis. Bon, il s'est trouvé aussi qu'on avait des connaissances, des amis communs. Et quand il me demandait, vous connaissez telle personne, je dis oui, je connais. Vous connaissez telle personne, je dis oui, je connais. Il dit bon, voilà. Donc on a fait la causerie pendant 1 heure. Et je me suis bien marrée pendant tout le vol parce que c'est un grand comédien que vous voyez comme ça là. Il m'a fait rire jusqu'à Abidjan. Et voilà, quand on est arrivé, on a échangé donc les contacts. Donc il voulait absolument avoir mon contact à Abidjan parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il m'invite parce qu'il devait continuer sur San Pedro parce que sa fille, il allait rendre visite à sa fille qui résidait à San Pedro avec sa famille. Donc il voulait m'inviter absolument à San Pedro pour que je connaisse la famille de son gendre et puis de sa fille. Et puis bon, que je découvre aussi San Pedro parce qu'il disait que c'était une belle ville, il y avait plein de choses à découvrir. Hein? On mangeait bien à San Pedro, j'allais bien manger, j'allais faire ceci. Bon, il y avait plein de propositions qu'il me faisait. Et vraiment qui étaient alléchantes, mais je lui ai dit, je suis désolée, je suis venue pour 1 semaine à Abidjan. Je vais rester à Abidjan 1 semaine et puis repartir à Ouagadougou. C'était vers la fin de l'année, c'était en décembre. J'ai dit, il faut que je reparte à Ouagadougou vers la fin de l'année pour fêter avec mes amis qui m'attendent. Il m'appelait tout le temps, il me disait, oui, tu m'as envoûté, tu m'as fait ceci. Je dis, non, c'est rien du tout, c'est peut-être le coup de foudre. Coup de foudre des vieux, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bon, ça s'est bien terminé par le mariage. Alors, très belle histoire d'amour. Oui, c'est extraordinaire. Parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est que c'est une personne. Ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que tu la vois pour la première fois ou pour la énième fois. La première chose que tu perçois toujours chez elle, c'est son sourire. Donc vous conseillez aux jeunes dames, aux jeunes filles de beaucoup sourire. Mais c'est ça le secret de la vie. C'est le bonheur, on respire la vie. La personne qui sourit respire la vie. Mais renfrogner, ça mène nulle part. Il faut sourire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez mon épouse, elle sourit, mais c'est extraordinaire. À toutes les jeunes filles qui veulent avoir des maris, mais elles auront des maris, mais surtout, soyez avenantes, souriez. Ne soyez pas en guerre avec les autres. Souriez, souriez. Souriez, c'est ça ce qui... Écoutez, c'est incroyable, vous voyez. Je suis d'une sensibilité, d'une sensibilité à nul autre. Pareil, c'est extraordinaire. Il paraît que ce sont les personnes qui ont une belle âme, qui sont très sensibles à tout ce qui se passe autour d'elles. Ah oui, ça je peux le dire. Un visage rayonnant, avenant, invite à la parole, invite à l'échange. Et c'est de l'échange que tout peut provenir. Commençons par communiquer. Et c'est de cette communication qui permettra tout. Et la communication n'est pas que verbale? Non, non, non du tout. Des yeux, un regard, une petite tape, ou bien même une démarche, une manière de partir, de dire au revoir, tout.
Il y a 50 000 façons d'exprimer ses sentiments. Et pourquoi avoir des problèmes? On est sur cette terre pour nous apprécier, pour nous aimer, pour vivifier la terre. Donc en définitive, votre épouse vous a marabouté avec son sourire? Non, il n'y a pas... Non, moi j'ai apprécié mon épouse. Marabouté, parce que moi, les apprentis sorciers, regardez. Il paraît que vous ne croyez pas déjà au maraboutage. Quand j'étais adolescente, quand j'étais à l'école, quand je devais passer des examens très importants, on avait toujours ce petit moment entre lui et moi où il m'asseyait et puis il priait et puis vraiment il me confiait à Dieu avant que j'entreprenne des choses importantes de ma vie, vraiment les milestones de ma vie. Et donc il y avait toujours ce petit côté. Moi-même, je n'osais pas aller affronter quelque chose de grand tant que j'ai pas eu ce petit échange spirituel avec Papy, vraiment cette bénédiction, on va dire, de Papy. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi parce qu'effectivement, quand tu affrontes beaucoup de challenges dans ta vie, il y a quand même une certaine dimension, une certaine quiétude dont tu as besoin parce qu'il y a ce que tu connais, mais il y a aussi tout ce que tu ne maîtrises pas. Et ça rappelle encore son côté spirituel, comme je dis, cette foi grande. Il me confiait toujours à Dieu. Et moi, j'allais forte de cela, tout le temps, à tous mes examens. Et puis, comme vous voyez, je n'ai pas de regrets. J'ai toujours brillamment réussi tout ce que je devais entreprendre d'important dans ma vie. Et ça, c'est avec justement, sachant qu'il y avait cette bénédiction, cette prière et puis cet accompagnement derrière. Il nous racontait qu'un jour, il circulait et il y a quelqu'un, monsieur habillé un bon musulman qui l'a arrêté, qui l'a demandé de le déposer. Bon, il a dit au monsieur, il n'y a pas de problème, venez avec moi. Alors le monsieur, dès qu'il est rentré, il tape sur le, comment vous appelez ça, le machin de la voiture, là, le tableau de bord, il tape sur le tableau de bord, quand il tire sa main, c'est de l'argent. Il touche la vitre, il retire sa main, c'est de l'argent. Et puis il touche Thiam lui-même, il sort de l'argent. Et puis au bout du compte, il dit à Thiam, bon, mais tu vois ça, alors bon, si tu me donnes tant, il a sorti un montant, si tu me donnes tant, moi je vais t'en faire vraiment avoir, je vais t'en donner beaucoup. Thiam qui le regarde, qui se gare et qui lui dit, bon, vous pouvez descendre. Alors le monsieur dit, non, mais bon, je ne suis pas arrivé. Il dit, non, descendez. Parce que si vous pouviez me faire avoir autant d'argent, je ne comprends pas que vous soyez là à faire du stop. Alors donc, c'est... Et une autre aussi est toujours en rapport avec les marabouts, comme c'est vraiment quelque chose de très ancré au Sénégal. Il dit que lui, comme il n'y croyait pas, il y a un de ses parents qui le prenait pour un peu fou et qui un jour l'a obligé à accueillir un marabout qui était censé venir faire un travail pour lui. Et ce travail, c'est ce qu'on appelle, c'est le halwa, chez les musulmans connaissent. Le gars vient, il fait une semaine chez vous, enfermé, et puis il ne sort pas de là, les gens partent lui donner à manger, et puis il travaille pour vous. Ça, c'est courant au Sénégal. Et donc, Thiam, comme lui, il n'y croyait pas, bon, dès la première nuit, lui, il avait mis le gars dans une chambre qui était à l'étage. La première nuit, lui, à 1h donnée, vers les 2h du matin, il est monté juste par curiosité, parce qu'on ne doit pas rentrer. Mais lui, il est arrivé, comme il y avait la lumière, il s'est rendu compte que le gars dormait. Bon, il s'est dit, mais le gars est censé travailler toute la nuit et dormir le jour. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Contrairement aux recommandations, il a ouvert la porte et il est arrivé, le gars dormait. Le gars avait un gros chapelet, un chapelet kilométrique là. Donc, Thiam a eu le temps de ramasser le chapelet. Et puis, il est descendu. Et le lendemain, il demande à ce marabout, mais alors, et la nuit, le gars dit, le travail est très dur. Et lui, il a passé toute la nuit à travailler. C'est très dur qu'il y a même des djinns qui sont venus, parce qu'il a lutté avec ces djinns-là, qu'ils ont même emporté son chapelet. Thiam qui lui ramène le chapelet, il dit, bon, écoute, je crois que vaut mieux aller, c'est moi les djinns là, alors donc, je suis plus fort que toi, donc ramasse tes bagages et puis bon, à la prochaine, quoi, voilà. Mais des anecdotes comme ça, Thiamana l'appelle, mais c'est quelqu'un de très intéressant. Non, écoutez, c'est peut-être possible, c'est même probablement certain,
Ce n'est pas affaire de maraboutage quand je dis ça. Non, je veux le pouvoir du marabout. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que ce à quoi je crois, je demande à mon créateur. Et souvent, le bonhomme, il vient dire qu'il va demander pour toi. C'est tout simplement parce que le bonhomme, parce que le marabout qui a des puissances énormes, je pense qu'au lieu de faire quelque chose pour moi, commencerait par faire ce truc pour lui. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'exemples, des gens pour me demander de donner un peu d'argent pour avoir des millions. J'ai dit, bon, je veux bien. Mais je pense que ces millions, tu dois en avoir plus besoin que moi. Ce que tu peux faire pour que j'ai des millions, commence par le faire pour toi-même. Et puis là, on verra. Bon, le marabout, c'est ainsi. Je peux avoir un guide spirituel, c'est quelqu'un qui me permettra de me rapprocher de mon créateur. Mais maintenant, avoir un maître à penser, non. Je peux avoir un guide spirituel, pas un maître en pensée. Et c'est en cela que je remets ça en question. C'est tout ça. Et c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Tu vois le succès de certains apprentis sorciers avec des jeunes qui se lèvent du jour au lendemain, qu'on drogue, qu'on donne de n'importe quelle sorte, qui se lèvent, qui canardent des gens tout simplement, en se disant religieux. Et c'est une partie de cela. Je m'excuse d'utiliser un terme, mais c'est des gens qui ont loupé tout dans la vie et qui se retrouvent avec un seul commerce florissant, le commerce de la personne. C'est très simple. En cela, vous savez, moi je pense que nous avons beaucoup de tort. On a laissé la fabrication de nos enfants, je dis bien, on a laissé la fabrication de nos enfants à d'autres personnes, qui à la place de nos enfants, nous ont fabriqué des monstres. Pourquoi on a accepté cela? Pourquoi on l'a fait? Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle tous, à n'importe quel père de famille. Qu'est-ce qui est devenu ce monde? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et je pense que voilà une question à laquelle on répondra devant notre Créateur. On nous avait donné quelque chose de très beau, qu'est-ce qu'on en a fait? On devait assurer une continuité, on a cassé la chaîne. Pourquoi? À quel dessein? On répondra à beaucoup de questions. Ce qui me rassure, j'ai par contre confiance, énormément confiance aux générations qui vont venir. Parce que je dis toujours maintenant à mes amis, ce que nous n'avons pas réussi. Quand je parle de nous, en fait, parce que on a recouvré à partir de 1960 nos indépendances. Donc là, moi, je dis le début, c'est prenons 1960 le début. Ce que nous n'avons pas revu ici depuis 1960, c'est-à-dire les élites. En ce moment-là, les élites qui ont suivi. Mais dans 2 générations ou une ou plus tard, ils vont le réussir. Et là, c'est la petite parenthèse de ce qui sera politique. Mais moi, j'ai dit que on parle de nos rapports avec les anciens, avec l'ancienne puissance coloniale, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, de nos rapports avec ceci et cela. J'ai dit, je fais confiance. C'est des problèmes que les jeunes vont régler. Et je suis formel, ils vont le régler. Je m'excuse pour la parenthèse. D'accord. Parlons justement de jeunes. Nous allons aller tout de suite à votre enfance, oui. Justement pour savoir dans quel cadre familial vous avez évolué. Écoutez, j'ai vécu dans un cadre polygame. Mon père avait 2 épouses. Bon, mais écoutez, mes frères étaient mes frères, mes soeurs étaient mes soeurs. Hein. Moi, je n'ai jamais fait. Bien que il n'y a rien de plus terrible, hein, parce que si vous voulez ne pas être polygame, il faut grandir dans un foyer polygame. C'est là où on apprend à ne pas aimer la polygame, quand on gravit dans un foyer polygame. Parce que moi, je voyais mes frères, mes demi-frères, mes soeurs, on était tous frères. Et puis des fois, quand les mamans, généralement ça commence avec les mamans, et c'est les soeurs qui intègrent la truc. Quand les mamans n'étaient pas d'accord, bon, avec mes frères, il n'y avait aucun problème, mais les filles entrent là-dedans. Et c'était infernal. Bon, moi, j'ai grandi dans ce contexte-là, mais ça, c'était surtout pour l'anecdote. Par contre, moi, j'ai vu des gens, moi, il y a un monsieur qui m'a toujours posé problème parce qu'il avait 4 femmes. Il n'habitait pas loin de chez moi. Il avait 4 femmes. Et puis nous, tous les jours, on se retrouvait dans sa cour. Parce que un de ses fils était mon grand ami. On allait manger là-bas et on était une bande d'amis, peut-être une dizaine. C'est extraordinaire. Imaginez un vieux qui a 4 femmes
une dizaine de garçons et puis combien de personnes d'autres dans sa famille. Et le midi, c'est lui qui assurait tout le repas de tout le monde. Et ça se passait à l'époque, hein, ça se passait comme tel. Bon, mais c'est monsieur, moi, ce qui m'étonnait, parce qu'autant dans ma maison, de temps en temps, j'entendais des cris entre ma mère et mon autre mère ou quoi que ce soit. Lui, autant lui, avec ses 4 femmes, personne n'entendait de cris. Les cris, ce qui a été terrible, c'est quelques années après, quelques 2 ou 3 ans après sa mort. Nous avions toujours cru qu'il y avait la concorde, l'amitié, la fraternité au sein de cette famille. Mais le patriarche mort, le vieux mort, toutes les rancœurs, comme qui dirait, qui étaient ensevelis, endormis, se sont réveillés. C'est pour cela, en fait, moi je dirais rien d'autre, la polygamie a du bien, mais en fait, moi je l'ai essayé aussi, il faut dire à la vérité, par confort intellectuel. Parce que j'étais avec des amis, on était à Dakar, on était maître de tout. On faisait tout ce qu'on voulait. Et puis j'en avais marre de voir mes amis à chaque fois lundi. Aujourd'hui, je vais chez ma deuxième. L'autre qui dit non, je suis chez la première. Et tu vois, il fallait bien que j'essaie ça. Je l'ai essayé, mais ça a été la grande débandade. Non, ça a été une débandade parce que de toute manière, j'en suis sorti aussi vite que je suis entré. Et la plus grande fête que j'ai eu à organiser, c'est le jour où je suis sorti de cette affaire. J'ai organisé une fête terrible. Voilà. Ça, c'est un enseignement. C'est dire, hein. Je dis aux enfants, si vous voulez, parce que de toute manière, on l'a trouvé ici, nos parents l'ont fait, mais écoutez, c'est pas évident. Pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je me dis, essayez de rester avec celle avec qui vous êtes bien. Ne partez pas avec n'importe qui, mais au moins, faites un choix des plus heureux. Et puis là, vous n'avez pas aussi besoin de vous disperser 50 000 fois. Mais ça, on est homme. Hein. De toute manière, on n'y fera absolument rien. Parce que là, je peux paraître comme le sage ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait quand j'avais leur âge, quand j'avais votre âge. Alors, enfant, quel genre d'enfant vous étiez? Turbulent Oui, très turbulent, bagarreur. D'accord. Bagarreur. Vos meilleurs souvenirs d'enfance, quelques souvenirs? Attendez, la meilleure, c'est que moi, dans la maison, j'ai une grande sœur et une petite sœur qui me suivait, j'étais au milieu. Alors, qu'est-ce que ma grande sœur faisait? Elle s'appelle Diara. Et celle qui me suivait s'appelait Fatou. À chaque fois qu'on était le soir en train d'étudier, Diara disait à Fatiam, pleure. Et l'autre immédiatement se met à pleurer. Et ma mère qui de loin entendait l'autre pleurer, demandait qui c'est. On dit que c'est Ibetiam et je recevais une baffe. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Mes sœurs m'ont encadré comme ça. La grande sœur disait à l'autre de pleurer, l'autre pleurait et puis on venait, on frappait. Mais moi, j'ai réglé la contradiction parce que autant je recevais une baffe, autant c'est mes coups de poing. J'ai réglé avec mes coups de poing aussi. D'accord. Voilà. Ça, alors justement, la régie pour suivre une vidéo sur le témoignage d'un de vos amis d'enfance. Que c'est une amitié, une fraternité de très longue date. 53 ans, depuis les années 69, 70, après l'Université de Dakar, nous nous sommes retrouvés au Canada, à l'Université de Laval, où il m'avait précédé d'1 an. Mais nous avons fréquenté la même faculté, c'est les sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Et lui, il était au département de génie rural, et moi j'étais au département des sciences du sol, agropédologie. Je dois dire que quand je suis arrivé la première fois au Canada, à l'Université Laval, c'est lui qui m'a accueilli. C'est lui qui m'a accueilli à bras ouverts. Alors il a été mon hôte en fait. Il m'a initié, il m'a montré un peu la ville, il m'a montré l'université, il m'a invité à manger. Et anecdote, c'est lui qui m'a fait goûter la première fois le fameux mets très célèbre dans le monde maintenant, le Kentucky Fried Chicken. Alors depuis lors, j'ai adoré ce poulet. Alors, donc voilà, il y a beaucoup d'émotions quand je parle de cet ami-là. Je l'ai connu très jeune. J'avais à peu près 12, 13 ans et nos maisons se faisaient face.
Son père était un grand notable qui était à l'aise, mais malheureusement qui est parti trop tôt. Que nous regrettons que Dieu ait pitié de son âme. Ibra Thiam a eu un parcours brillant, d'abord au lycée, ensuite à l'université de Dakar, avant d'intégrer l'université de Laval au Canada. Ibra était un homme, un grand scientifique, également un féru de littérature, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avions l'habitude de travailler ensemble et également nous avions nos loisirs qui consistaient essentiellement à lire des livres. Alors, vous faites partie des tout premiers étudiants africains à fréquenter l'université Laval au Canada. Et vous y avez rencontré quelques amis, dont le premier qui vient de... Le premier, oui, Ibrahima Kamara. Celui que vous voyez là, est-ce que vous savez que c'était un excellent guitariste? C'est incroyable. Ce patriarche que vous avez vu, c'était un excellent guitariste. Qu'il m'excuse, on l'appelait à l'époque Johnny. D'accord. Ça, c'est mon frère, c'est mon ami Ibrahima. Il parlait de l'anecdote du Kentucky Fried Chicken. Le poulet frit à la Kentucky, c'est bon à s'en lécher les doigts. Quand nous tous, on a commencé, il parle du poulet Kentucky Fried Chicken à Québec, mais même à la Mecque ensemble, et je ne sais pas, oui, on a mangé du poulet Kentucky Fried Chicken. Je pense qu'à la Mecque, on a dû manger ça. C'est dire, Ibrahima a vécu ici au Burkina. Il était au SILS, à l'époque directeur technique du SILS. Il a vécu au Burkina. Il est retourné maintenant au Sénégal. Lui, c'est Cheikh Tidiane Ba. On a vécu très jeune ensemble. Il était un peu plus âgé que moi. C'était un monsieur extraordinaire. Quand tu vois, c'est de bons amis avec qui on a eu de très bons moments, des moments de partage extraordinaires. Des moments de partage extraordinaires. Quand je les vois tous là, devenus de grands religieux là, en fait, j'ai souvenance de beaucoup de belles petites choses, de beaucoup de belles anecdotes, de beaucoup de belles histoires ensemble. En fait, ça, c'est le charme aussi de la vie. Cette chance que l'on a eue de rencontrer et de vivre beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres. C'est extraordinaire. Moi, c'est des amis, jamais, je ne remercierai jamais suffisamment assez pour avoir eu la chance de rencontrer ces personnes-là. D'accord. À présent, nous passons à la rubrique Corbeil, où vous allez justement tirer une carte ici. Oui. Et vous allez pouvoir exécuter le gage qui s'y cache derrière. Oui, d'accord, voyons voir. Écoutez, de toute manière, permettez-moi de choisir 2 fois. D'accord. Voilà. Ça, récitation. Oui. Attendez. Qu'est-ce qui me revient à l'esprit? Donc une seconde fois alors, une deuxième chance. Oui, parce que, écoutez, ça fait depuis tellement longtemps. Ah, là, ça tombe bien, c'est une blague. Parce que là, c'est beaucoup plus impersonnel. On peut, à la limite, en inventer une. Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup d'orchestres au Sénégal, surtout à Dakar. Et ces orchestres, on essayait tous de chanter cubain, parce que la musique qui était en vogue, c'était la pachanga. Bon. Et puis, tous les amis dans le quartier, il y en avait qui étaient des chanteurs ou quoi que ce soit. Bon. Moi, j'étais au lycée. Je faisais, à partir de la classe de 4e, je prenais des cours d'espagnol. On avait des cours d'espagnol. Et puis, il y avait un manuel qui s'appelait Por Buen Camino. Ça, c'était le manuel qu'on utilisait en classe, à partir de la classe de 4e et de 3e, en espagnol. Por Buen Camino, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et puis, dans ça, il y avait la hija de Juan Simón. Je ne sais pas si vous avez souvenance. Entraron por la tarde a la hija de Juan Simón. Quelque chose comme ça. Hein. C'est, si vous connaissez l'orchestre, la sensation, bon, si vous êtes un inconditionnel de la pachanga comme je l'étais, vous aurez pu être
plus. On n'a pas eu cette chance. Bon, vous n'avez pas eu cette chance, dommage pour vous. Même pas que c'était de la belle musique. Bon, en fait, toujours est-il que je me suis retrouvé dans un cabaret qui n'était pas loin de la maison, avec le gérant de ce cabinet-là, qui à l'époque était un daoméen, qui devait faire 2 mètres 5, et puis plus quelques 110 kilos. J'arrive, je me présente comme chanteur. Il me dit d'accord, il demande, je me mets à l'estrade, je commence à chanter, mais c'était la grande catastrophe. À la Ira de Juan Simon, j'ai essayé de chanter ça, et puis après il s'est levé. Il dit, tu as osé venir me déranger? Tu as osé venir me déranger? Sincèrement, la chose qu'il fallait faire, c'était sortir de sa boîte. Surtout qu'il avait 2 mètres 5 et 2 mètres 5, plus de 125 kilos, j'oublie son nom, wallahi. J'ai eu la peur de ma vie. Et puis depuis lors, ma carrière de chanteur a commencé ce jour-là et s'est terminée ce jour-là. Très, très belle blague. À présent, la rubrique de vos citations préférées. Donnez-nous 3 citations que vous appréciez et un petit commentaire sur les citations. Bon, la première des citations qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. L'âge, c'est le regard de l'autre. L'âge, c'est l'autre toujours qui vous donnera votre âge. Pensez ici. C'est l'autre toujours qui vous donnera votre âge, parce que c'est l'autre qui se présentera devant vous en vous disant mon frère, mon oncle, ma soeur, mon grand frère, mon tonton, mon papa. Pour raconter, pour illustrer cela encore une fois, il y a des amis de mes petits-enfants qui étaient ici. Ils ont 4 ou 5, 6 ans. Ils arrivent, ils disent, mon petit-fils, Jaden, ils disent, papi de Jaden, oui. Je dis, bonjour, bonjour. Ils disent, mais est-ce que tu es papi? Je dis, ah, pourquoi? Il y a l'un qui me dit, parce que les papis ont des béquilles. Je dis, ah, ça c'est un papi spécial, papi, pas de béquilles. Vous voyez? Donc, deuxième citation. Deuxième citation. Peut-être à la limite penser à celle-ci. À beau mentir, qui venir de loin. La troisième. Ou un proverbe. Hein? Ça peut être en langue que vous allez traduire. Non. Un proverbe, c'est un truc Wolof qui me vient à l'esprit. Allez-y, vous le dites en Wolof. Je vais le dire en Wolof. Li si kanam rawuli beut. Ça veut dire que ce qui est devant vous, vous avancez ce qui est devant, que vous allez nécessairement croiser, vous le croiserez nécessairement, mais ce qui est derrière, c'est derrière, vous ne le verrez pas. Donc ce qui est devant n'a pas encore échappé à la vue. On le verra nécessairement. Voilà ce que ça veut dire. L'ici kanam rawuli beut. Alors, eh bien, merci pour ces citations et ce très beau proverbe qui nous permet justement de tomber sur la rubrique Souvenez, souvenez, où nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. Ça, c'est en 1982 ou 83. Ici, c'est Roissy Charles de Gaulle. Hein. J'allais passer mes vacances à Laval, à Québec plutôt. Et ça, c'est en 95, mon mariage à Fada Gourmand. Il y a à l'extrême droite mon frère. Je reviendrai. Celui qui suit, c'est mon petit frère. C'est tous mes petits frères. Hein. Derrière, c'est mon fils. Et puis moi, et puis il y a mon petit frère encore. Et à l'extrême gauche, mon neveu. À l'extrême droite, c'est mon jeune frère, Cheikh Tidiane. Que Dieu ait pitié de son âme. C'est un homme d'une bonté et d'une générosité extraordinaire et qui est parti trop rapidement. Que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Que Dieu ait pitié de son âme. C'est mon jeune frère. Nous revenons pour faire un tour à la régie, où nous allons suivre quelques témoignages. maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ñaanal te ci kaw lépp maa ngi lay sant alors
vraiment, Thiam, tu es un grand monsieur. Et comme je l'ai dit, je te salue, je te fais toutes les bénédictions que je peux faire pour moi-même, que je demande pour moi-même. En tout cas, et je demande à Dieu de te garder, de nous garder encore longtemps ensemble et de te garder tel que tu es, vraiment. Et que tu continues à apporter tout ce que tu apportes à tout ce monde qui te fréquente. Et vraiment, bon vent. Quand je suis avec papy, on suit la télé ensemble et parfois on regarde le football. Papy est gentil parce que quand je demande la permission pour sortir jouer avec mes camarades, il accepte toujours. Papy, je t'aime, tu es gentil, heureux et généreux. Bah écoute papy, bon, comme tu sais, en Afrique, on n'a pas souvent l'opportunité de montrer nos sentiments, de dire ce qu'on ressent. Je ne sais pas si je pense pas te l'avoir déjà dit, mais tu représentes beaucoup pour moi. Tu es un père, tu as été présent toute ma vie. Tu m'as toujours donné de très bons conseils dans les moments très importants. Et des conseils que je garde aujourd'hui, qui m'accompagnent. Et je sais que chaque fois que j'ai des difficultés, je reviens vers toi. Et tu as toujours ce mot d'encouragement, tu as toujours eu confiance en moi, tu m'as toujours donné cette force, même dans les moments de doute. Tu m'as toujours fait comprendre que j'étais valable, que j'avais beaucoup d'importance et que je pouvais le faire, je pouvais tout accomplir. Et ben moi, voilà, je ne t'ai pas souvent dit, même peut-être jamais, mais moi je t'aime beaucoup, tout simplement. Et je prie Dieu que tu restes longtemps avec nous, à nous accompagner, à nous épauler et puis à nous apporter cette dimension spirituelle, cette dimension de sagesse que tu sais apporter, parce que c'est réconfortant et puis nous en avons besoin. Et puis voilà, reste comme tu es et puis continue d'être notre papy, d'être le papy de mes enfants, de leur apporter tout ce que tu fais. Et puis voilà, puisse le Seigneur te garder longtemps dans la santé avec nous. Un commentaire? Oui, je reviendrai sur le colonel Aruna. Il a étudié à Dakar. Qu'est-ce qu'il a dit en Wolof tout à l'heure? Oui, non, mais en fait, c'est des doigts, c'est des prières qu'il a fait. D'accord. Aruna, il a étudié pour partie à l'école militaire de Dakar-Bangou. Il a été formé là-bas. Aruna, c'est un Sénégalais. Écoutez, s'il n'y a rien à faire, autant on me traite de Burkinabé, autant je le traite de Sénégalais. Voilà. Yacine, elle, c'est ma belle-fille. Extrêmement intelligente, très brillante. Ça, c'est le cas de le dire. Hein. Elle est très, très, très brillante. Donc, de toute manière, elle a tout l'avenir devant elle. Il suffit, moi je l'ai toujours dit, il suffit de vouloir et tu y auras. C'est pas difficile, je dis de toute manière, va chercher, tu y auras. Aucune peur, aucune inquiétude. La seule chose, pas de compromis avec ta personne, ni rien. L'honnêteté, et puis il n'y aura pas de problème. C'est ça. C'est ce que Yacine a dit. Mon petit-fils Jaden, il est d'une sensibilité, c'est incroyable. Ce garçon, je me retrouve en beaucoup de choses en lui. C'est extraordinaire. Quand il a envie de me dire quelque chose, sincère, il ne prononce mot, mais à son regard, à sa manière de s'asseoir, de bouger ou quoi que ce soit, j'ai tout compris. Voilà. Que Dieu lui prête une très longue vie. Non, oui, vous avez raison de parler de fusion, mais en fait, c'est qu'il y a, regardez, des choses que j'ai recherchées au Sénégal, il a fallu quitter le Sénégal pour venir le trouver au Burkina. Quel que soit le cas de figure, Dieu ne peut que dire merci au Burkina et au Burkinabé. En fait, ce qui a rendu ces choses faciles, c'est que bon, je me suis retrouvé chez eux, j'ai retrouvé un autre moi-même chez les Burkinabés, point à la ligne. Alors, si je ne pouvais que m'épanouir. Si vous aviez un mot à dire sur le panafricanisme, quel serait voilà. ce mot? Écoutez, où est-ce que ça nous a mené ce petit nationalisme étroit? Regardez ce qui serait passé si l'histoire avait été autre chose. En 1960, quand on allait à l'indépendance, on avait décidé de l'érection de la Fédération du Mali. L'érection de la Fédération du Mali,
Et les pays qui composaient cette fédération étaient le Sénégal, le Soudan, la Haute-Volta, le Dahomey, le Niger. Sénégal, Haute-Volta, Niger, Soudan, Mali et Dahomey, actuel Bénin. Qu'est-ce que l'histoire aurait été belle. Avec comme capitale Bobo Dioulasso. Et c'est à la veille de l'élection de la Fédération du Mali que le Burkina Faso, que la Haute-Volta s'est désistée. C'est la veille de la déclaration que la Haute-Volta s'est désistée. Écoutez, on ne refera pas l'histoire, mais en fait, il y a des choses. Écoutez, quand je pense par exemple au Sénégal et à la Guinée. Ces deux pays ont cette particularité. Au Sénégal, vous avez 2 ou 3 millions de Guinéens qui sont sénégalais. En Guinée, vous avez 2 ou 3 millions de Guinéens qui sont sénégalais. Mais qu'est-ce que c'est Les Sénégalais qui sont guinéens. Guinéens. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ces deux pays attendent pour en former un? Il en est de même si vous êtes... Pas que non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là du tout. Alors, ça veut dire que ceci, vous irez entre le Sénégal et le Mali, c'est la même chose. Entre le Mali et le Burkina, la Haute-Volta, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous attendons? Moi, je pense que ça, peut-être, nos petits-enfants le réussiront. D'accord. Vous avez votre génération à tracer les sillons, justement, ces petits-enfants se mettront dedans, ils pourront relever les défis que vous avez entamés en son temps. Si vous aviez un dernier mot à dire à l'endroit des téléspectateurs. Je pense que vous êtes très généreux avec nous. Vous êtes très généreux avec nous en disant vous avez entamé, vous avez ouvert, vous avez balisé. On n'a rien balisé, on a ouvert peut-être très mal ouvert. Mais ce qu'il y a, moi je crois au génie, au génie de nos jeunes actuellement. Parce que les chances que nous avons eues, que nous n'avons pas eu, ils ont ces chances-là. Regardez, maintenant, on a la possibilité de regarder la guerre en direct et en couleur. Mais oui, tout simplement, on peut, si vous voulez, de toute manière, tout de suite, je mets la télé, on va sur une chaîne européenne ou française, pour ne pas la nommer, on a la guerre en Ukraine tout de suite en couleur. On nous dénombre à la seconde près les morts. Écoutez, bon. Il y a une quinzaine d'années, ce n'était pas possible. Bon, c'est dire que cette information à laquelle nous n'avions pas accès, et qui tient l'information, tient le monde. Les Américains l'avaient compris, c'est pour que là, ils avaient tout fait pour qu'on ne crée pas l'agence panafricaine d'information. Ils ont tout fait, mais on n'y peut absolument. Donc maintenant, ce que nous n'avons pas pu faire, je crois que les autres le réussiront tout simplement parce que là, nous commençons de plus en plus à accès à, comme tout le monde, avoir accès à l'information. Et ça, ce n'est plus le domaine de qui que ce soit. Regardez, vous êtes dans l'information, dans cela, vous travaillez. Est-ce qu'il y a des non-dits, des parcours interdits, des zones interdites dans le domaine de l'information? Il y a des difficultés, certes. Mais tout est possible et tout devient possible. Tout est possible et tout devient possible. Et accessible. Je crois que c'est sur ces mots que notre émission prendra fin. Nous tenons à vous remercier pour tout ce partage d'expérience, toutes ces leçons partagées. Nous avons également apprécié cette forte sensibilité qui caractérise les hommes au bon cœur, comme on le dit en Afrique. Tout comme vos proches vous ont souhaité longévité et santé, nous vous le souhaitons également. Au nom de l'ensemble des téléspectateurs de BF, en tout cas, merci pour ces leçons de vie. Merci, vous me permettrez, parce que ce ne serait pas très fair de ma part de ne pas remercier, de ne pas saluer, de ne pas remercier surtout, de ne nous avoir pas remercié. Avant tout, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de BF TV et de souhaiter un bon parcours, une bonne ligne, une bonne vie à BF. C'est pas facile, vous êtes dans un parcours qui devient, vous êtes dans un domaine qui devient de plus en plus encombré. Et c'est là où la performance devient, comment dirais-je, devient nécessaire. Nécessité.
devient une nécessité pour vous rejoindre. Et je n'ai pas de doute, cet échange, ces quelques mots échangés me permettent de croire et de croire en vous et de vous dire que tout vous sera possible, à condition que vous le vouliez et que vous vous disiez que la performance est possible et accessible. En fait, il n'est pas impossible que dans nos échanges, j'ai pu sortir un propos de manière peut-être malencontreuse, mais j'ai pu sortir un propos qui pourrait ou aurait pu blesser quelqu'un. Je m'en excuse au plus profond de moi-même. Ce n'était pas ma volonté de blesser qui que ce soit. Nous sommes dans un moment de pardon. J'en profite aussi pour demander pardon à tous ceux qui, d'un regard malencontreux, d'un propos malhabile ou quoi que ce soit, j'aurais pu en un moment ou un autre porter préjudice. Je m'en excuse encore et je vous demanderai d'être tout simplement gentil avec moi en me pardonnant. Moi, de toute manière, je vous ai pardonné, vous n'avez pas à me demander pardon, parce que je me dis que je passe ma vie à demander pardon à mon Créateur, ce qui veut dire que je passe mon temps à faire des erreurs et des bêtises. Donc, il faut bien que j'ai la générosité de pouvoir pardonner aux autres. Donc, je vous demande pardon et je vous demande, par la grâce de ce mois aussi, de me pardonner. Merci, merci. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision BF1, merci d'être restés connectés à votre chaîne de télévision. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres numéros de votre émission Leçons de vie.